Salut à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle exploration de nos sources. Aujourd'hui, on a sur la table un document qui est franchement massif. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est colossal. Ouais, on parle de la généalogie de la famille de Potter et Potter. C'est un travail titanesque signé Nicolas de Potter d'Indois. Et pour vous qui nous écoutez, je tiens à préciser tout de suite, oubliez vos préjugés. Ce n'est pas du tout le vieil arbre généalogique poussiéreux de votre grand-oncle. Non, pas du tout. C'est plutôt une enquête de 25 ans qui se lit quasiment comme un roman d'espionnage, tu vois. C'est exactement ça. Et la mission de notre exploration du jour, c'est de vous montrer à quel point la généalogie moderne a évolué. Fini les vieux registres de baptême super ennuyeux. Ouais, aujourd'hui c'est un vrai travail pluridisciplinaire. L'idée c'est de voir comment en combinant l'archéologie, l'histoire de l'art, la sociologie et les tests ADN ultra poussés, on peut reconstituer l'épopée d'une famille sur plus d'un millénaire. Et quelle épopée, franchement. Ici, on parle pas juste de date de naissance ou de mariage ennuyeux. On parle de rébellion, de décapitation, de fuite à travers l'Europe et de retrouvailles improbables 5 siècles plus tard. C'est dingue. C'est fou. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment l'histoire d'une seule et même famille, qui navigue à travers les frontières un peu floues des anciens Pays-Bas et de la France, reflète en fait tous les grands bouleversements géopolitiques de l'Europe. Mais alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que le document explique bien que retracer une famille jusqu'au XIIe siècle, c'est un pur cauchemar pour les chercheurs. Bah oui, surtout quand les supports physiques disparaissent. Je veux dire, les archives de la ville de Tournai, par exemple, elles ont brûlé 2 fois. 2 fois. D'accord. Alors, décortiquons cela. S'il n'y a plus de papier, comment ils ont fait ? Ils ont utilisé une méthode qu'ils appellent la triangulation. Attends, c'est littéralement la série Les experts au Moyen-Âge, non ? Totalement. Ils vont recouper un tas de petits indices, un acte d'achat par-ci, un contrat de mariage par-là, des vieux sceaux de magistrats en cire. Et même l'histoire de l'art vient à la rescousse. Ah oui, les fameux tableaux de maître. Exactement. Des peintres comme Salomon van Ruysdael ou Jean Bellégambe qui ont carrément peint les armoiries familiales aux 3 pots dans leurs toiles. C'est devenu des preuves historiques. Un détail au fond d'un tableau du XVIIe siècle qui devient la pièce à conviction absolue, c'est génial. Mais ils sont allés encore plus loin pour couronner le tout. Oui, la fameuse révolution de l'ADN. Ils ont utilisé 12 tests ADN dits full Y, donc qui analysent le chromosome Y complet, pour vraiment prouver les liens ancestraux de manière irréfutable. D'accord, mais soyons honnêtes une seconde. Je me fais l'avocat du diable. À l'époque, l'orthographe changeait tout le temps, il y avait plein de dialectes différents. N'est-il pas incroyablement facile de confondre 2 familles complètement distinctes qui portent juste le même nom de métier ? Des potiers ou des potiers, il devait y en avoir des milliers. Ah, mais c'est une excellente remarque. Et c'est là que la sociologie vole au secours de la généalogie. L'orthographe, au final, elle importait peu. Que ce soit écrit potier avec un i, potier avec un h ou potière. Du coup, qu'est-ce qui valide vraiment que c'est le bon ancêtre ? Ce qui valide un individu, c'est l'étude hyper rigoureuse de ses réseaux sociaux d'époque. Ses amis, ses alliés, ce genre de choses. Voilà, ces alliances familiales. Quand tu vois qu'ils se marient régulièrement avec les grandes familles de Mortagne ou de la Hamayade et qu'ils empruntent les mêmes routes fluviales, le doute n'est plus permis. Et justement, comprendre comment ils ont tracé tout ça, ça nous amène naturellement à découvrir qui ils étaient à l'origine, bien avant de devenir des nobles. Parce que le nom Potter ou Potier, ça vient de la boue de la terre glaise, n'est-ce pas ? Exactement. À l'origine, ce sont des Francs qui fabriquaient des poteries, des céramiques, mais ils ne sont pas restés de simples artisans très longtemps, ils ont vite évolué. Et armateurs. C'est ça, ils ont compris l'enjeu du transport. Ils transportaient des marchandises dans leurs fameux pots, ce qu'on appelait le fret, et ils étaient payés en potins. En potins, la monnaie. Oui, une monnaie frappée par les condosis, et donc au fil des siècles, avec ce commerce, ils sont devenus de riches drapiers, de grands marchands. Jusqu'à devenir carrément des échevins et des bourgmestres dans la région du Cambrésis et du Hainaut. C'est fou cette ascension. En fait, c'est comme commencer en tant que simple livreur avec une petite camionnette pour finir par posséder l'empire logistique mondial et devenir maire de la ville. C'est une super analogie. Et ça nous ramène à la vision d'ensemble du document. En histoire, la géographie, c'est le destin. Tu veux dire par rapport aux rivières ? Oui, ces rivières, à l'époque, ce n'était pas que de l'eau. C'était les vraies autoroutes de l'information et du pouvoir. En contrôlant ce transport fluvial et l'industrie du textile, la famille s'est hissée tout en haut de la société. Ils ont même fini par servir de secrétaire particulier au duc de Bourgogne, c'est pas rien. C'est le sommet du pouvoir régional à cette période. Mais voilà,
Toute cette richesse, tout ce pouvoir, ça n'a pas pu les protéger de la géographie politique un peu toxique de leur époque, ce qui nous amène à la période la plus sombre de leur source. Absolument. Parce qu'ils s'étaient établis dans le pays des collines, autour de Lessines et Élezelles. Une zone tellement disputée entre la Flandre et le Hainaut qu'on l'appelait la terre de débat, c'est bien ça. C'est ça. Et au XVIe siècle, avec les guerres de religion, tout bascule. La branche aînée de la famille choisit de passer au protestantisme. Ouch! Mauvais timing politique avec les Espagnols dans le coin. Très mauvais timing. En 1569, Liévin de Potter est accusé de comploter avec la bande du comte d'Egmont. La suite est terrible. Il est cruellement torturé et décapité par le tribunal de l'Inquisition sous les ordres du fameux duc d'Albe. Et la famille est entièrement spoliée. Ils perdent tout. Et voici où cela devient vraiment, mais alors vraiment intéressant pour vous qui nous écoutez. En 1609, on a un document bouleversant. Le document Maes. Oui, une archive exceptionnelle. Ce document montre Gérard de Pothières déclarant officiellement qu'il brise son blason, pour rompre avec le passé. Briser son propre blason, c'est l'équivalent médiéval de brûler son passeport, de changer de nom et de s'effacer du système. Juste avant que la famille ne soit bannie et ne fuit vers l'Allemagne, en Frise, puis en Hollande. C'est un acte d'une radicalité inouïe. Mais attends, je te pose la question. En abandonnant absolument tout, leurs biens à l'église, leurs terres, leur identité même, est-ce qu'ils n'ont pas définitivement effacé leur place dans l'histoire de la région? Eh bien, ça soulève une question hyper importante sur la résilience. On pourrait croire qu'ils ont disparu, mais en fait, ce bannissement a été le point de départ d'un succès immense. Vraiment, en exil. Ouais. En exil, ces bannis sont devenus des prélats importants de très riches marchands d'Amsterdam. Certains ont même été peints par Karel Fabritius, l'élève de Rembrandt. Ah oui, quand même. Et ils font même partie des fondateurs du siège de la puissante compagnie néerlandaise des Andes orientales, la VOC, à Hambourg. Donc cet exil forcé a littéralement coupé l'arbre généalogique en deux pendant des siècles, une branche d'un côté, une branche exilée de l'autre, ce qui prépare le terrain pour un dénouement digne d'un film de nos jours. Complètement. Le document se termine sur ces 2 dernières décennies, entre 2000 et 2025, après des années à galérer pour prouver l'existence de cette branche aînée sur la rivière de la Dendre, un descendant américain des bannis entre en scène. François Bruno de Potter. C'est ça. Il lit les travaux des chercheurs franco-belges, il traverse l'Atlantique et il apporte l'arbre généalogique de son propre oncle, Georges, un arbre qui avait été dressé en plein exil en 1950. C'est la pièce manquante du puzzle. Et là, c'est la science qui valide l'histoire. La comparaison des archives franco-belges avec les archives de la branche exilée américaine, tout ça est validé par l'ADN Y complet dont on parlait tout à l'heure. Exactement. L'ADN prouve de manière incontestable qu'ils sont la même et unique lignée séparée depuis 500 ans par la faute du duc d'Albe. Mais au fond, qu'est-ce que ça change pour l'auditeur comme neuf? Je veux dire, des cousins éloignés qui se retrouvent, c'est une belle histoire de famille, c'est sûr. Mais est-ce que cela réécrit vraiment l'histoire comme le prétend le document? Ah mais je t'assure que oui, c'est fondamental au niveau historique. Parce que la généalogie héritée de 1964, elle pensait que la famille venait des Flandres, de Renaisse plus précisément. Et c'était faux? Totalement faux. Cette réunion, grâce à l'ADN, prouve scientifiquement et sans nombre d'un doute l'origine romane ancestrale de la famille. Il venait bien de cette fameuse terre de débat. Ça unit enfin des branches autrefois fracturées par la religion et la guerre en une seule et même branche de la Dendre. C'est presque la guérison historique d'un traumatisme vieux de 500 ans. C'est exactement le terme, une guérison historique. Bon, pour résumer, pour vous qui nous écoutez, cette exploration de nos sources montre qu'on est bien plus que de simples noms griffonnés sur un bout de papier. On est le résultat de bateliers fluviaux, de rébellions, d'exils forcés et de miracles scientifiques. L'enquête montre comment la sociologie et l'ADN redonnent carrément vie à ceux que l'Inquisition pensait avoir définitivement effacés. Et ça m'amène à une réflexion finale, qui est presque troublante quand on y pense. Vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, l'ADN permet de retrouver des vérités enfouies, malgré les guerres, malgré les destructions massives d'archives. Mais si la génétique devient notre mémoire absolue, notre disque dur ineffaçable, combien de temps faudra-t-il avant que ces immenses bases de données ne révèlent les secrets que nos propres ancêtres ont délibérés et désespérément tenté de cacher pour simplement survivre aux persécutions de leur époque? Ouf, c'est vertigineux de voir ça comme ça. La science qui déterre ce qu'on a voulu enterrer pour survivre. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus, sur tous ces secrets qui sont peut-être encore cachés dans votre propre sang.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration.